personnes m'ont dit à des moments différents qu'elles me voyaient écrire un livre. Ah, c'est des petits signes qui ne trompent pas, ça. Donc, et là, le live, c'est la troisième, du coup. Et ce qui va m'amener très rapidement à ma prochaine question. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore passé à l'action? Si vous pouvez me mettre, pour ceux qui n'ont pas encore commencé ou qui n'ont pas prévu de démarrer là dans les semaines à venir, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a empêché de passer à l'action, de réaliser votre rêve en en démarrant votre projet d'écriture? Alors, Annick, j'ai commencé un journal pendant le confinement et après le recueil de poésie, j'envisage peut-être d'écrire autre chose que des poèmes. Oh, ça évolue. T'as pris goût, hein, là. Super, bravo. Maintenant, on va plus l'arrêter. Elle va nous sortir des ouvrages sur ouvrages. Qui d'autre a envie de s'exprimer? Dans les personnes qui viennent de se connecter, vous pouvez vous présenter rapidement sur le chat et puis je vous propose qu'on démarre dans 2 petites minutes. Voilà, de façon à ce que je prenne pas trop de votre temps. Je vais essayer de pas être trop bavarde, ça c'est pas gagné. Ceux qui me connaissent devraient sourire un petit peu. Voilà, et on va parler ce soir de comment écrire un livre en partant de zéro. Excellent, Annick. Alors, pour l'instant, il y a des personnes qui sont timides. Alors, qui c'est qui me dit, qui me donne le premier frein qui vous a empêché de passer à l'action jusqu'à maintenant? Ou si vous avez déjà... Ah, coucou Laura. Ou coucou. Voilà, ça y est, tu m'as perturbée. Euh, Qu'est-ce qui vous a empêché de passer à l'action jusqu'à maintenant? Ou qu'est-ce qui est... Bonsoir Enrique, j'espère que tu vas bien. Voilà, ma petite question du moment est quel est le frein principal qui vous a empêché de passer à l'action jusqu'à maintenant? Bonsoir Virginie. Ou alors pour ceux qui ont déjà franchi le pas, qu'est-ce qui vous a incité à passer à l'action? Voilà, ça peut être dans les deux sens, parce qu'il y en a qui ont démarré, d'autres qui sont en pourparlers. Bienvenue les Ardennes. Nous avons pas mal de Landes, des Landes, nous avons la Belgique qui est avec nous ce soir. Alors, est-ce que j'en suis capable? Bien sûr, pourquoi vous n'en seriez pas capable, hein? Tout le monde est capable d'écrire un livre, hein. Vous allez voir, je vais vous donner plein de petits conseils ce soir et n'hésitez pas à prendre des notes. Par contre, je vous invite à couper toutes les sources de distraction. Je vais essayer d'être assez concise et pas trop bavarde. Ça, c'est pas gagné du tout pour ceux qui me connaissent, ils vont se marrer. Parce que je vais vous donner un maximum d'informations et comment bien démarrer avant d'écrire le premier mot dans votre livre. Alors, Laura, le regard des gens. Ah oui, ça c'est un grand frein. Le regard des gens, bah, ça amène à travailler sur ses peurs. Voilà, donc justement, bah, merci Laura, c'est la parfaite introduction à ce que je voulais lancer maintenant. Voilà. La plupart du temps, c'est effectivement ce genre de réflexion que j'ai quand je pose la question. C'est soit les gens ont peur de se lancer parce que ils ont peur effectivement d'être jugés. C'est la peur du jugement qu'il y a derrière. Ils ont peur d'être jugés par rapport à leur écrit. Ils ont peur de décevoir, peut-être de faire du mal à l'entourage, surtout si c'est un récit de vie. Si vous pouvez me mettre, tiens, ce serait intéressant de savoir, parmi vos projets d'écriture, quel est le style littéraire que vous souhaitez écrire? Est-ce que c'est un récit de vie, une autobiographie? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un essai? Euh, Est-ce que c'est des contes ou comme Annick qui vient de sortir son recueil de poésie? Ça va être quoi pour vous? C'est pouvoir aider les gens avec travers notre histoire, ou bien sûr, ça c'est un leitmotiv. C'est pas un frein, ça. Au contraire, c'est un moteur.
un moteur de pouvoir raconter quand on a vécu des choses difficiles comme toi, Laura, qui a vécu des choses difficiles et qui a envie de le transmettre pour dire aux gens, bah, vous voyez, même si c'est hyper dur, même si on est au fond du gouffre, on peut s'en sortir et voilà comment j'ai fait. Et ça, c'est super. Alors, Sandrine aimerait écrire un roman, ok. Un roman de quel style, Sandrine? Est-ce que c'est un roman sentimental, un roman, un thriller? Est-ce que c'est un roman policier? Quel style de... Alors, Brigitte, un témoignage, ok, super. Donc, un récit de vie, je suppose. Euh, des nouvelles liées à des récits de vie. Ah, sympa ça. Donc, plusieurs histoires différentes regroupées dans un seul ouvrage. C'est intéressant. Inspirer, partager mon parcours de vie et mes difficultés. Super. Enrique, tu es dans le même état d'esprit que Laura. Ok, super. J'ai hâte de vous partager mon histoire. Oui, puis croyez-moi, elle mérite d'être lue, franchement, hein. Je ne fais pas de la pub à Laura, mais quoique. Pour l'instant, on est encore en phase d'écriture, mais c'est, croyez-moi, une belle histoire et c'est une très très belle âme. Voilà, son histoire m'a beaucoup touchée, puis il y en a d'autres, hein. À chaque fois, toutes les histoires ont leur part de magnificence, ont leur part d'émotion, enfin, voilà, hein. Il y a toujours quelque chose de très beau qui en ressort en fait. Donc pour en revenir à notre sujet de ce soir, donc merci de ces partages. N'hésitez pas à intervenir tout au long du live, à me poser des questions, même si je prévois plus un question-réponse à la fin. Je me doute la tête que tu es en train de faire derrière ton écran. Euh, Ce soir, je vous propose de vous partager 5 clés, moitié historique, moitié de vie. D'accord, ok, super. Intéressant aussi quand on met des passages historiques pour planter le décor de la période dans laquelle on va vivre enfin on va faire vivre son héros ou son héroïne, que ce soit réel ou que ce soit fictif, hein, peu importe. Mais c'est toujours intéressant de mettre aussi des informations complémentaires qui peuvent être, bah voilà, planter le décor géopolitique, planter le décor avec vraiment l'histoire de l'endroit. Ça peut être très intéressant de comment vivaient les gens à cette époque-là, par exemple. Ça, je l'ai fait avec une personne aussi qui vivait dans les Landes. Elle a voulu mettre bah, tout ce qui se passait, donc comment vivaient les gens dans les Landes au début des années 60. Donc c'est intéressant avec des feedbacks en plus sur sa généalogie à elle. Donc ça nous a ramené beaucoup plus loin et au début des années 1900. Donc ça c'est assez intéressant aussi de faire ce genre de truc parce que ça permet au lecteur de se plonger dans l'histoire et puis d'apprendre des choses. Donc c'est quand même assez intéressant aussi. Après, il y a plein de façons de faire, hein, en fonction de ce que vous pouvez faire. Il y a plein. Les idées, c'est parce qu'il manque, hein. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez aussi plein d'idées. Donc, les clés que j'aimerais vous donner ce soir, j'aimerais vous en donner 5 qui vont aller de l'état d'esprit de l'auteur, parce que même si vous n'avez pas encore... Bonsoir Janine, merci d'être là, merci de nous rejoindre. Même si vous n'avez pas encore franchi le pas ou si vous êtes prêt à le faire, vous n'allez pouvoir conserver la motivation que si vous avez éliminé déjà tous les freins qui vous empêchent de passer à l'action. Si vous éliminez tous les blocages qui peuvent se mettre sur votre chemin, et si vous faites comment dirais-je, un rituel avec votre écriture pour vraiment aller au bout de votre projet et mettre tout en œuvre pour arriver à écrire le mot fin. Hein, quand on commence, généralement, un livre ne se fait pas en 3 jours. Il faut du temps. Alors, plus ou moins longtemps en fonction des personnes, en fonction de vos disponibilités, en fonction de votre implication et en fonction de votre volonté d'arriver au bout. Moi, je dis toujours, les personnes que j'accompagne, je leur pose toujours la question, est-ce que le livre est une priorité? Bonsoir, Vika. Si le livre n'est pas au-dessus de la pile des priorités, je réponds toujours, on verra plus tard. C'est pas la peine de commencer parce que vous allez vous arrêter en cours de route. Si vous allez au départ, vous allez peut-être être super motivé et au bout d'un moment, eh ben, la motivation va descendre. S'il n'est pas au-dessus de la pile et si vous n'avez pas le moteur qui va vous permettre de faire, enfin, si vous appuyez pas sur l'accélérateur pour enclencher le moteur et qu'ensuite faire rouler la voiture, ça ne marchera pas très longtemps.
Par contre, si la motivation est forte et que vous avez un pourquoi vous voulez le faire, là, vous avez toutes les chances d'aller au bout. Donc, c'est vraiment d'adopter un état d'esprit d'auteur, c'est-à-dire, j'ai vu passer tout à l'heure, j'en suis pas capable, si, c'est de justement ça, ça fait partie des freins qu'il va falloir transformer. Donc, moi, je travaille également en développement personnel depuis 2009, hein, donc ça commence à dater un petit peu. Et depuis 2009, j'ai appris à travailler sur mes peurs. Et Dieu sait s'il y en avait, et puis on en a encore, hein, mais Dieu sait s'il y en avait. Et les peurs, c'est vraiment le meilleur moyen de procrastiner, le meilleur moyen de ne pas atteindre ses objectifs. Même si on a un tempérament assez fort, assez volontaire, assez persévérant, et ben, les peurs, elles peuvent tout gâcher et on peut, à cause de ça, s'auto-saboter et attirer la désillusion, l'échec. Donc, pour éviter ça, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'adopter l'état d'esprit d'un auteur. Qu'est-ce que ça veut dire, l'état d'esprit d'un auteur? Eh bien, c'est d'aller regarder un petit peu, mais en étant vraiment bien centré, en, vraiment en introspection profonde et en se posant les bonnes questions. Alors, posez-les-vous à l'écrit parce que ça va vraiment vous aider, parce que quand on écrit, on ancre les choses, hein, on l'ancre physiquement avec notre main, en l'écrivant sur un papier, parce que quand on écrit sur un papier, on a 7 fois plus de connexions neuronales qui se forment, donc c'est plus intéressant. Après, d'atteindre nos objectifs, c'est plus facile. Même si un livre, évidemment, on va l'écrire au clavier, hein. On est bien d'accord. Donc, posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce qui me gêne vraiment dans l'atteinte de ces objectifs? Et voilà, vous allez écrire tout ce qui vous vient. J'en suis pas capable, je ne sais pas par où commencer, j'ai peur d'être lu, j'ai peur de faire du mal, j'ai peur d'être médiocre, j'ai peur de la réussite. Ça, ça paraît bizarre quand on dit ça comme ça, mais pourtant, la peur de la réussite, elle est bien réelle. Dans ce cas-là, la peur de la réussite, qu'est-ce que ça va être d'après vous? Qu'est-ce qu'on va pouvoir se poser comme question pour transformer cette peur de la réussite en moteur pour aller vers la réussite? Ben, c'est de regarder qu'est-ce que la réussite représente pour nous. Est-ce que les gens qui réussissent sont peut-être ce qu'on appelle entre guillemets des parvenus qui méprisent les autres, qui se croient supérieurs à tout le monde, qui veut, voilà, toutes ces personnes qui peuvent être imbues de leur personne, etc. Est-ce que la réussite peut engendrer ce genre de réaction chez vous? Est-ce que vous avez peur d'être jalousé si vous réussissez? Parce que peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage, un changement, ok. Peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage, si elles vous voient réussir, eh ben, vont peut-être vous tourner le dos ou vous jalouser. Ça arrive. Mais malheureusement, ça, vous ne pouvez pas réagir pour les autres. L'important, c'est d'être bien aligné avec ce que vous faites et d'aller au bout de votre projet, de ce que vous décidez. Et pour aller au bout de votre projet, il va falloir se donner vraiment tous les atouts, mettre toutes les cartes dans notre panier pour pouvoir atteindre notre objectif et le conserver tout au long de l'écriture sur le haut de la pile. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez d'autres freins que je n'ai pas évoqués? Après, il y a aussi la peur de l'échec. Alors, il y a beaucoup de peurs, hein, dans les freins principaux, ça va être beaucoup les peurs qui vont ressortir. La peur de la réussite, je viens d'en parler. Il y a la peur de l'échec. La peur de l'échec, ben, effectivement, si on a peur d'échouer, on ne va jamais commencer. Si on ne commence pas, ben, on est sûr de ne pas réussir. Ça paraît bête, hein, mais en même temps, en même temps, c'est un peu ça. Ensuite, il y a, qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi? Donc, j'ai vu la peur du changement. Le changement que ça va provoquer, c'est ça que tu voulais dire, Laura? Quand tu dis le changement, c'est la peur que les gens te regardent autrement et puis puissent te juger. Ça, c'est une réalité, mais même s'ils le font, c'est pas grave, hein. Et je vais même te dire mieux, parce que si les gens te jalousent, c'est que eux, peut-être, ils ont un projet peut-être similaire ou différent, mais qui n'osent pas prendre en compte
ils n'osent pas franchir le pas parce que eux-mêmes, ils ont beaucoup de peur. Et si toi, tu réussis, et ben, ça va effectivement les rendre jaloux parce que ça les ramène, eux, à leur mal-être, à leur incapacité à franchir le pas et à travailler sur leur peur. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, une façon de regarder les choses. Tout dépend de la façon dont on va regarder les choses. Donc ce n'est pas la réussite qui fait peur, c'est plus l'échec, mais surtout le non-aboutissement. Alors le non-aboutissement, ça veut dire quoi, Sandrine? Ça veut dire que vous avez déjà des écrits, vous les posez, vous les reprenez, ou alors vous en prenez d'autres, vous recommencez, mais vous n'allez jamais au bout. Est-ce que ça peut être ça? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui se retrouvent dans ce que je viens d'évoquer? Alors après, l'échec, eh ben voilà, hein, c'est comme de tout dans la vie, hein. Je décide de faire du sport, je vais à la salle 3 fois par semaine, je vais y aller, allez, je vais me faire même 6 jours par semaine. Allez, on y va, pendant 2 semaines. Et puis après, pendant 6 mois, je fais plus rien. Ça sert pas à grand-chose, hein, autant pas y aller. Ou alors, autant y aller piano, piano, et puis ne pas mettre la barre trop haut non plus. Hein, je vais vous en parler après comment on s'organise. C'est vraiment important de se donner tous les atouts pour atteindre vraiment notre objectif. C'est vraiment hyper, hyper important. Après, comme obstacle, bon, ben, là, je vous donne quelques obstacles que j'ai rencontrés, moi, avec les personnes, avec moi-même déjà, et puis avec les personnes que j'accompagne. C'est bien de ne jamais aller au bout, je commence mais j'arrête. Ah, alors si vous faites ça, c'est que vous n'avez pas, on va le voir tout à l'heure, défini vraiment le pourquoi, le moteur. Vous n'avez pas encore enclenché le moteur qui va vous permettre d'aller au bout du projet. C'est que le moteur n'est pas assez puissant. Au bout d'un moment, il va faire quelques kilomètres et puis pouf, il va caler puis il va refuser d'avancer. Donc, il va falloir voir pourquoi, il va falloir peut-être faire une révision. Et, pour lui permettre justement de se remettre en route et de continuer à tourner, à tourner, à tourner, à tourner jusqu'à arriver à destination. Donc ça, ça va faire, vous allez certainement avoir des petites choses à aller chercher au niveau des peurs, je pense déjà. Parce que si on arrête, c'est qu'il y a un doute, c'est qu'il y a en doute, vous doutez peut-être de vos capacités, euh, alors que tout le monde est capable, hein. Tout le monde est capable. Ça paraît peut-être bizarre pour certains, mais je vous garantis que tout le monde est capable d'écrire un livre. Alors, d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Non, pour l'instant, on continue. Alors après, en dehors des peurs, bon, il y a la peur de la feuille blanche, bien sûr, hein. La peur de la feuille blanche, elle est assez énorme, celle-là. La peur de la feuille blanche, je vous donnerai quelques astuces aussi pour la contrer. La première astuce, ça va être d'avoir un petit calepin, toujours avec vous, un cahier ou un calepin, peu importe, qui va être vraiment dédié à votre livre. Et dans ce calepin, vous allez noter, mais vraiment toutes les questions qu'il va falloir se poser en amont. Et vous allez l'écrire. Et c'est dans ce calepin-là et puis ce calepin-là va vous suivre partout, hein, dans votre sac à main, dans votre sacoche. Vous allez vous balader en forêt, vous emmenez le calepin parce que c'est là que vous allez avoir une idée. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le noter. Au pire, vous l'enregistrez sur le téléphone, mais le cahier, c'est quand même mieux, c'est plus pratique. Et ce calepin-là, vous allez pouvoir justement noter pourquoi est-ce que j'ai ce projet d'écriture, quel est son objectif. Et ça, c'est vraiment un élément à privilégier parce que ça va être le moteur qui va permettre à votre voiture d'avancer. Sans ce pourquoi, bah, vous allez faire comme Sandrine, vous allez commencer au départ, ou comme la salle de gym, 6 jours par semaine. Allez, on y va, on fonce, et puis on reste une demi-journée, tant qu'à faire. Et puis après, à la deuxième semaine, on commence à s'essouffler. Et puis à la troisième semaine, on n'y va plus qu'une heure. Et puis la quatrième semaine, on n'y va plus du tout. Voilà, et c'est comme ça que ça marche. Donc si on n'a pas une motivation vraiment suffisante qui va nous permettre d'avancer, on va forcément, au bout d'un moment, lâcher du lest et arrêter. Donc il faut vraiment se donner une ligne de conduite et la suivre. Quelle est l'importance de cet ouvrage dans votre vie? Imaginez-vous déjà, alors vous pouvez faire une petite méditation pour trouver ça.
Imaginez-vous dans quelque temps, alors dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, peu importe le temps, c'est pas grave. Le tout, c'est d'avoir quand même un objectif assez lointain, mais d'en avoir un quand même. Comment je me sentirai quand j'aurai mon livre dans les mains? Là, je vois déjà ma petite Laura qui saute au plafond en disant wouhou, youpi, j'attends que ça. Euh, comment est-ce que vous allez vous sentir quand vous aurez le livre dans les mains? Et vous allez voir rien que ça déjà. Et ce que je vous invite à faire, c'est dans votre calepin, c'est de noter toutes les émotions que vous ressentez, rien qu'à l'idée d'y penser. Notez tout ce qui vient. Imaginez-vous, visualisez-vous avec votre ouvrage dans les mains. Comment vous allez réagir? Comment va réagir votre entourage? Ça peut être sympa aussi. Ça peut être un super leitmotiv aussi de leur prouver sans trop leur dire non plus, parce que c'est bien de leur laisser la surprise aussi. Annick qui a fait la fête, elle vient de finir son livre. Euh, voilà, donc faites un petit texte comme ça. Ben oui, on écrit en même temps. Faites un petit texte avec justement ce moteur. Et faites un texte où il y a beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de rire, beaucoup d'émotions positives, beaucoup de choses comme ça. Enfin, ce que vous allez vous ressentir quand vous aurez votre livre dans les mains. Et à ce moment-là, quand vous aurez des baisses, vous reprenez dans votre livre, dans votre cahier, vous allez reprendre ce petit texte et vous allez voir que la motivation, elle va revenir illico presto. Et là, vous allez aller jusqu'au bout de votre projet. Ça, c'est une des petites astuces. Ensuite, avant d'écrire, il y a des questions à se poser en amont. Pourquoi est-ce que vous écrivez ce livre? Je viens d'en parler. Quel est le message que vous avez envie de transmettre? J'ai vu passer dans le chat tout à l'heure pour aider les gens, comment tu m'as mis ça? Pour raconter mon histoire et donner de l'espoir en fait, pour inspirer, voilà, partager mon parcours de vie et mes difficultés. Voilà, ça c'est un beau pourquoi. C'est un très bel objectif, un très beau message à faire passer. Donc là-dedans, on sait déjà qu'il y aura des choses un peu difficiles dans ce livre, et puis qu'il y aura aussi surtout beaucoup d'espoir et beaucoup de clés pour surmonter ces épreuves-là, pour les personnes qui les subissent. Alors que ce soit la même histoire ou que ce soit une histoire similaire, peu importe. Ensuite, à qui vous allez vous adresser? Parce que ça, c'est une question à se poser aussi dès le départ. Alors, même mon entourage, qui ne s'est pas du tout intéressé à mon recueil avant sa sortie, se montre très fier de moi. Et ben voilà, c'est génial. Voilà, ça c'est parfait. Et bravo d'avoir été jusqu'au bout. C'est cool. Ça, c'est une très très belle récompense. Voilà, et là, tu as franchi la peur du jugement des autres et finalement, tu vois, ils sont contents et ils sont même fiers de toi. Donc ça, c'est génial. Donc, à qui vous allez vous adresser? Est-ce que vous allez écrire peut-être un roman ou quel choix vous allez faire, quel choix littéraire vous allez faire, hein? Un roman, un conte, une fable, un recueil de poèmes, un essai, des nouvelles, un roman, et puis quel type de roman? Plus vous allez être détaillé et plus ça va être facile de conserver la motivation. Vous allez peut-être avoir l'impression de perdre du temps au début, mais en fait, à la finale, croyez-moi, vous allez en gagner énormément. Donc, dans les romans, on va trouver des romans classiques, hein, ça peut être des œuvres qui sont particulièrement importantes pour l'histoire de la littérature. Ça peut être un roman historique pour apporter une connaissance qui est romancée avec certains épisodes de l'histoire de votre pays, hein, que ce soit la France, la Belgique ou autre. Ça peut être un roman sentimental, hein, des histoires d'amour, c'est sympa aussi. Ça peut être un polar. Donc le polar, il va reposer sur une intrigue et l'enquête qui va être menée pour le résoudre. Ça peut être un roman de terroir aussi pour expliquer comment on vit dans une région française, par exemple, ou dans un autre coin de la planète, hein, peu importe. Et ça permet aussi de faire découvrir, de faire voyager les gens à travers les livres. Ça permet, à travers une histoire romancée, de se balader à travers la planète, puis de raconter un petit peu les gens qu'on rencontre, les découvertes qu'on peut faire, voilà, les lieux à visiter, donner un peu d'historique. Enfin, on peut faire plein de choses comme ça. Ça peut être un roman de science-fiction aussi, ou un fantasy.
Un fantasy, c'est un sous-genre de la science-fiction, ou un fantastique qui décrit l'intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste d'un récit. Voilà, ça c'est les différents types de romans qu'on va retrouver. Il y a bien sûr l'autobiographie qui va être de raconter votre propre histoire, qu'elle soit réelle. Ben, en principe, si c'est une autobio, elle est réelle, hein. Mais par contre, il y a des questions aussi à se poser si vous écrivez votre biographie. Donc, contrairement à tous les autres, ça sera pas un personnage fictif que vous pourrez appeler il ou elle, ou le mettre à la troisième personne du singulier, ou le mettre, lui donner un nom, à vous de voir après. Par contre, dans le cadre d'une autobiographie, on va choisir de raconter une histoire, contrairement au récit qui peut passer d'une période à l'autre et revenir en arrière, aller vers le futur, etc. On va rester dans la chronologie. Alors en partant de la naissance jusqu'à aujourd'hui, si c'est ce que vous voulez faire, ou si vous voulez raconter simplement une partie de votre vie qui a été difficile, et ben, on va quand même rencontrer au départ le avant, on plante le décor. Qu'est-ce qui c'est que dans quel environnement arrive mon héros ou mon héroïne? Qu'est-ce qu'elle vit? Quelle est la situation qui a été délicate? Comment elle s'en sort? Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Voilà, après, on va suivre ce qu'on appelle un schéma narratif. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, dans le cadre de l'autobiographie, on choisira quand même la chronologie. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que c'est des questions que vous aviez commencé à vous poser, du moins pour ceux qui sont en interrogation, d'écrire leur ouvrage? Ensuite, une autre interrogation que vous pouvez avoir, là, le temps que vous puissiez écrire, ça va être de choisir aussi, bon voilà, je l'ai un peu dit, si vous écrivez votre autobiographie, est-ce que je mets mon vrai nom, le vrai nom de mon entourage, ou est-ce que j'invente carrément un personnage? Est-ce que voilà, je vais jusqu'au bout, comme moi je l'ai fait dans Enfin libéré. J'ai été jusqu'au bout, j'ai mis mes vrais noms, les vrais noms de ma famille, les vrais lieux, en plus bien connus sur Versailles. J'ai pris des risques, mais j'ai osé le faire et je ne le regrette pas parce qu'il fallait vraiment que je passe par là pour me libérer. Donc ensuite, on va réfléchir, est-ce qu'on écrit au présent ou est-ce qu'on écrit au passé? Il y a des gens qui ont du mal à faire un récit, même si ça s'est passé avant, bah, à l'écrire au présent. Moi, personnellement, je préfère écrire au présent parce que je trouve que c'est plus vivant. J'aime bien aussi interpeller le lecteur avec des petits clins d'œil par moment, des petites annotations en police différentes, ou alors rajouter des explications sur une page à part, au milieu du récit, puis revenir sur le récit. Il y a plein de choses qui sont possibles de faire, mais tout ça, ça se réfléchit dès le départ. Ça fait partie des questions à se poser en amont, avant d'écrire le premier mot. Il y a beaucoup de choses, hein, mine de rien. Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à me suivre pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes déjà posées ou pas encore, ou vous découvrez? Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre projet? C'est intéressant de se poser de telles questions. Tout à fait, je confirme. Si on ne le fait pas au début, au bout d'un moment, il va falloir reprendre tout ce qu'on a fait. Ça, c'est ballot. Après, en faisant ça, vous allez aussi travailler votre structure. Donc ça, c'est l'autre clé aussi que je voulais vous partager. C'est de faire un plan et un plan le plus détaillé possible. Brigitte, je découvre, ok. Donc si je vais trop vite, vous me le dites, hein. J'essaye d'aller relativement lentement et de vous donner un max d'informations quand même. Ensuite, donc une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, on a écrit son pourquoi dans son cahier, on s'est posé toutes ces questions, on les a bien écrits, on a fait attention à bien écrire un petit texte là qui va mettre en valeur vous et votre ouvrage, et vous être votre moteur. Elle veut être vraiment votre moteur tout au long de l'écriture, tout au long de la conception du livre. Et ensuite, il va falloir, alors vous avez choisi votre genre littéraire, hein, que ce soit un roman, un recueil de poésie, une autobio, sous forme romancée ou pas. Voilà, il va falloir structurer tout ça.
Parce que c'est bien gentil, mais vous n'allez pas prendre un document Word et puis commencer à taper. C'est ce que j'ai fait pour le premier, moi. Donc, je vais vous éviter, ça c'était il y a 6 ans maintenant. Je vais vous éviter de faire ce genre de gag et on va faire ce que j'appelle moi un mind mapping. Un mind mapping, c'est quoi? Ou une carte mentale, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Au centre de votre feuille, vous allez écrire soit le titre. Si vous n'avez pas encore le titre, vous allez écrire votre histoire. Par exemple, mon histoire, par exemple, hein, ça peut être ça, ou mon livre, peu importe. Le titre, on peut le trouver à la fin. Moi, c'est ce que j'avais fait, hein, je l'ai trouvé à la fin. Et ensuite, vous allez faire des branches comme ça, comme un soleil. Et au bout de chaque branche, vous allez mettre un mot-clé. Alors, je m'explique. Dans un livre, ça peut être, par exemple, surtout si c'est une autobiographie, la première branche, ça peut être une page de remerciement. Donc, on va écrire remerciement. On va mettre que des mots-clés. On ne va pas rédiger hein, sur ce coup-là. Ensuite, on va avoir l'introduction. Dans un livre, on a forcément l'introduction, le développement, la conclusion. Donc, l'introduction, ça peut être une préface. La préface sera toujours écrite par une tierce personne. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de connu ou de moins connu, mais qui tient à mettre en valeur votre livre et qui vous fera un petit mot de présentation de votre livre pour le mettre en valeur. Si vous n'avez personne pour faire une préface ou si vous n'avez pas envie, vous pouvez faire soit un avant-propos, ou soit un prologue, c'est la même chose, on peut choisir celui qu'on veut, c'est-à-dire une introduction. Dans cet avant-propos, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décrire un petit peu l'objectif du livre, donc vous l'avez bien préparé en amont, donc ça sera beaucoup plus facile. Pourquoi est-ce que vous allez vous présenter rapidement? Pourquoi est-ce que vous écrivez ce livre? Et quel est l'objectif du message que vous allez passer? Quel message vous souhaitez passer? De quoi ça parle? Il faut que le lecteur, quand il lit le prologue, il ait envie de plonger dans l'histoire tout de suite. Donc, c'est vraiment l'environnement dans lequel vous démarrez le livre que vous allez présenter à ce moment-là. Donc, le prologue. Vous pouvez mettre quelques mots-clés. Ensuite, en deuxième niveau, donc tu auras le prologue ici. Et au niveau du prologue, vous allez faire d'autres branches et vous allez mettre d'autres mots-clés. Non, c'est par là. Et vous allez mettre d'autres mots-clés pour détailler un petit peu ce que vous allez mettre dans ce prologue ou dans cet avant-propos. C'est la même chose. Ensuite, vous allez mettre, toujours sur un premier niveau, vous allez mettre chapitre 1, je parle de ça, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, etc., jusqu'à l'épilogue qui représente la conclusion. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce premier tour, vous allez revenir sur chaque point et vous allez détailler encore. Donc sur le chapitre 1, je parle de ça. Je parle par exemple, je dis n'importe quoi, de mes parents. Donc j'aurai le premier chapitre qui va parler de mes parents. Mais je ne vais pas me contenter de marquer parents. Je vais détailler un petit peu. Jacqueline et Jean. Jacqueline, elle est là, tout ce que je veux, et je détaille comme ça sur plusieurs niveaux. Pour ceux que j'accompagne, ne vous inquiétez pas, on le fait ensemble. Voilà, ça c'est la structure de votre livre qui est, à mon sens, hyper importante. Moi, je sais que je ne démarre jamais un livre sans faire ça, même que ce soit mes livres perso, je fais la même. Tout simplement parce que ça donne une base de travail. Et surtout, quand on fait une autobiographie, c'est hyper important dans le sens où, bien sûr, on connaît son histoire. Mais malgré tout, il va quand même falloir écrire un maximum de choses sur le map pour éviter de partir dans tous les sens. Et que le lecteur, à la finale, soit perdu. L'objectif étant quand même que votre livre soit lu, que ce soit fluide, compréhensible par tous, et que le lecteur ait envie de continuer. Et surtout beaucoup plus pratique, oui, tout à fait, je confirme. Et donc, vous allez, ce mind map que vous allez construire, eh ben, vous allez l'avoir toujours avec vous. Bien entendu, il est loin d'être figé. Vous avez le droit en cours de route de changer des choses. Mais dès l'instant que vous avez cette vue d'ensemble qui va vous permettre de rester vraiment centré. Et quand vous allez écrire sur les parties l'une après l'autre, bien sûr, hein, moi je sais qu'il y a des écrivains qui vont, par exemple, écrire le chapitre 2. Et puis d'un coup, ils vont avoir une autre idée. Ils vont passer au chapitre 5. Ils vont passer au 8. Puis ils vont revenir au 4. Moi, je ne peux pas faire ça.
Je peux pas faire ça parce que ça coupe en fait les coordinations entre les paragraphes déjà, entre les chapitres en eux-mêmes. Il faut quand même que les chapitres aient une certaine fluidité et se suivent. Il faut qu'il y ait une logique dans tout ça. Donc c'est cette logique qui convient de construire dès le départ et qui va vous éviter de déraper. Parce que surtout quand c'est son histoire, on va repenser à un truc, un événement de l'enfance par exemple. Et puis, cet événement de l'enfance va nous ramener à un autre événement qu'on a vécu l'année dernière en vacances avec nos cousins. Je dis n'importe quoi là, mais et du coup, votre esprit, il va repartir sur les dernières vacances avec le cousin, donc vous étiez beaucoup plus vieux, enfin plus vieux, et du coup, vous allez déraper et dans le livre, ça va plus être cohérent. Et vous allez avoir, à un moment donné, vous allez être vous-même un peu perdu parce que vous avez cet épisode-là qui n'a rien à faire là, en fait. Je ne sais pas où le mettre. Du coup, je l'ai raconté, ok. Bon, sur Word, effectivement, on peut le glisser en bas. Mais quand on fait le map, on sait qu'il va aller dans ce chapitre-là. Donc, dans ce cas-là, l'idée qui vous est venue, vous allez la noter sur votre cahier, hein, le fameux cahier qui suit partout pour ne pas l'oublier, et vous allez vous concentrer sur le chapitre 1 sur lequel vous êtes déjà actuellement, et vous restez concentré sur ce chapitre-là. Et tant qu'il n'est pas fini, on reste là-dessus. Une fois qu'il est fini, on passe au deuxième, au troisième, etc. Voilà, tout à fait. C'est hyper important, Laura, de noter au fur et à mesure que les idées elles viennent, c'est de les noter, parce que comme ça, on ne les oublie pas. C'est pour ça qu'il y a un cahier, hein. Je vous casse les pieds à chaque fois avec ça, mais en même temps, c'est hyper utile parce que ça va vous ça évite de déraper, ça évite d'oublier des choses. Après, on peut toujours rajouter s'il y a des souvenirs qui reviennent en mémoire, surtout quand on fait une bio. Il y a des souvenirs quand c'est trop douloureux, on occulte. Donc le fait d'occulter, et quand on va commencer à réouvrir les cases de l'inconscient, mais pof, il y a plein de détails qui reviennent. Ça, c'est assez génial. Ce qui peut faire ça au niveau émotionnel aussi, attention. Ça, je précise tout de suite. Ce niveau émotionnel, des fois, il y a des choses qui remontent, qui ne sont pas toujours très sympas, mais elles remontent pour une simple et bonne raison, c'est pour s'en débarrasser définitivement. Donc, à ce moment-là, les personnes qui travaillent avec moi ont l'habitude de les travailler sur le plan émotionnel en même temps. Mais cette histoire de schéma heuristique, enfin de plan, est vraiment très importante et va vous éviter ces dérapages. Donc, et le fait d'avoir votre cahier, vous n'allez pas l'oublier. Et à un moment, quand vous êtes en panne d'inspiration, par exemple, eh ben, vous allez fouiller dans vos notes. Ah oui, mais c'est vrai, j'avais ça aussi, j'avais oublié. Et puis là, pof, les souvenirs reviennent et on peut repartir et on peut continuer la rédaction. Est-ce que ça va jusqu'à là? Est-ce que vous avez des questions sur le mind map? C'est des choses que vous connaissiez déjà? Ça, c'est vraiment des petites astuces que je vous donne, mais qui sont hyper, hyper, hyper importantes. Et ça va vous faire gagner aussi beaucoup de temps, mine de rien, parce qu'on se pose les bonnes questions dès le départ. Pourquoi j'écris ce livre? À qui je m'adresse? Sous quelle forme je le fais? Quel message j'ai envie de faire passer? Comment je l'écris? Est-ce que c'est mon nom? Est-ce que c'est un personnage fictif? Est-ce que c'est mon histoire ou est-ce que c'est une histoire inventée, même s'il y a un peu de moi? Ça peut être ça aussi, hein. Vous pouvez inventer un personnage et puis il y a beaucoup de vous à l'intérieur, mais vous vous cachez derrière ce personnage. Il y en a qui font ça aussi, hein. Ça peut être ça. Est-ce que j'écris au présent? Est-ce que j'écris au passé? Ah bah oui, forcément. La sophro, ça aide. La sophro, tu lâches ton mental, hein. Tu reviens vraiment à ici et maintenant et tu te recentres sur toi. Donc c'est normal. Et la sophrologie, c'est excellent. C'est une des méthodes qui permet de calmer le mental quand il s'emballe, quoi. Ce fameux mental que j'appelle groseille, pour ceux qui me connaissent, hein, vous avez l'habitude. Qui fait souvent des siennes des fois, et puis souvent je l'envoie à la plage ou à la montagne parce qu'elle me casse les pieds. Alors, oui, c'est très intéressant. Je connais la carte mentale sans l'avoir utilisée. C'est dommage, parce que moi je l'utilise tout le temps en fait. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel projet, pour n'importe quoi, vous pouvez l'utiliser, c'est assez génial. Parce que notre cerveau, il fonctionne comme ça. Une idée, pouf, il y a tout ça qui découle. Et puis une autre idée, pof, et on refait un soleil. Il y a plein de soleils partout. Et ça, c'est assez sympa.
Oui, je connais la carte mentale pour projet en équipe. Aussi, voilà, on peut l'utiliser aussi en équipe. Oui, ça, je l'ai déjà fait aussi. Et c'est très, très pratique, hein, parce que ça permet aussi de donner des rôles à chacun, et puis chacun a une part bien précise, mais voit quand même l'ensemble du projet. Donc ça, c'est intéressant aussi. N'est pas cantonné dans son truc, mais a une vision d'ensemble. Donc ça, c'est bien aussi. Et quand on a une vision d'ensemble, ça permet aussi de prendre du recul sur ses écrits, de voir si le lecteur peut comprendre vraiment le message que j'ai envie de lui transmettre. Si, voilà, ça permet quand même beaucoup de choses, hein. Qui c'est qui m'a écrit là? Hop, ok. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Alors, ensuite, il y en a qui vont me parler probablement du style aussi, du style des écrits, du style d'auteur. Alors, j'ai envie de dire, chacun a son style. En aucun cas, il est intéressant de copier sur les autres. J'ai envie de dire, dès l'instant que vous êtes le plus authentique possible et que vous acceptez de faire passer des émotions en mettant qui vous êtes en avant, puisque c'est votre livre après, avant tout, c'est la priorité, elle est là. C'est de respecter les questions que vous êtes posées en amont, de respecter votre pourquoi, de respecter le message que vous avez à transmettre et la forme sous laquelle vous allez le transmettre. Et c'est de rester le plus authentique possible. Alors, vous allez pouvoir utiliser différents styles d'écrit pour un roman ou même pour une bio ou pour des contes ou des recueils. Bon, les poèmes, c'est encore un peu à part. Les nouvelles, ça sera un peu la même chose, sauf que les nouvelles, c'est beaucoup plus court, hein. C'est des histoires qui sont beaucoup plus courtes, qui font à peu près 7500 mots, grosso modo, maximum. Donc, on a forcément une introduction, une péripétie et le dénouement à la fin. Voilà, il n'y a qu'une seule péripétie. Contrairement au schéma narratif, qui lui va démarrer par l'environnement. Le schéma narratif, on va planter le décor, on aura une situation initiale, donc on va présenter le personnage, on va présenter son environnement. C'est une des raisons pour lesquelles il est intéressant aussi de faire des fiches personnages, je vais vous en parler après. Ensuite, de cette situation initiale, on va avoir un événement qui va venir mettre un peu le bazar. Voilà, c'est un événement déclencheur qui va mettre un petit peu un déséquilibre dans cette situation initiale qui était à peu près stable. Ben, du coup, ça va mettre vraiment le bazar. Va s'en suivre une succession de péripéties, ça c'est surtout par rapport au roman, avant d'avoir un événement qui va un peu équilibrer les choses, ce que Bernard Weber appelle, lui, le climax, et avant d'arriver à une situation finale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le schéma narratif. On démarre d'une situation initiale, il y a un élément perturbateur qui va mettre le bazar, qui va bouger un petit peu dans tous les sens, qui va enclencher plein de péripéties, plus ou moins importantes en fonction des personnages et en fonction des événements que vous avez envie de leur faire vivre, pour avoir ensuite un événement qui va rééquilibrer un petit peu les choses pour arriver à une situation finale, bien ou pas bien, ça c'est à vous de voir. Petite précision, pour en revenir à mon mind map de tout à l'heure, il est hyper important aussi, et ça vous pouvez le rajouter dans votre cahier, de connaître la fin de l'histoire. Même si c'est un roman fictif, vous connaissez le début, vous connaissez les différentes péripéties puisque vous avez fait votre map avec les différents chapitres, et dans l'épilogue, vous allez décrire exactement la fin de l'histoire. Ça va avoir son utilité dans le sens où ça va vous permettre de voir que tout peut s'imbriquer facilement, les péripéties les unes dans les autres, que les personnages vont pouvoir vivre des choses qui sont cohérentes entre eux et les événements aussi qui vont avoir une succession logique. Ça va vous permettre de vérifier la fluidité de tout ça et de vérifier que tout se tient de façon à ne pas perdre le lecteur en route et à ne pas faire ce qu'on appelle des coquilles aussi, c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous écrivez un roman, donc un roman historique, et puis vous vous trompez, vous donnez un moment historique, et en fait, vous vous trompez complètement dans la période. C'était pas du tout cette période-là, mais c'était 200 ans avant. Bah là, ça va pas le faire, quoi.
Voilà, c'est pour éviter ce genre de choses. Là, je dis de façon généraliste, mais ça peut être valable dans plein, plein de choses. Si par exemple vous avez une héroïne qui est hyper introvertie, très timide, qui n'ose pas aller vers les gens, etc. Et puis d'un seul coup, vous la mettez sur un comment ça s'appelle, un regroupement de syndicalistes, et puis aller devant avec ses bandeaux droit devant, et puis allez, on va faire la révolution. Ça tient pas la route, ça va pas du tout avec le personnage. Voilà, vous voyez, pour éviter ce genre de choses. Donc, ce qui m'amène aussi à vous parler des fiches personnages qui aussi sont importantes. Alors, j'ai envie de dire, même si c'est une autobiographie, bien sûr que vous vous connaissez, mais malgré tout, c'est intéressant de remplir une fiche personnage, même pour vous, parce que ça va vous aider à faire passer les messages adéquats à votre lectorat. Une fiche personnage, ça va représenter quoi? Ça va représenter, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Déjà, on commence par là. Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est jeune? Quel âge il a? Dans quel environnement il vit? Est-ce qu'il vit à la campagne? Est-ce qu'il vit à la ville? Est-ce qu'il vit tout seul? Est-ce qu'il est marié? Il a des enfants? Est-ce que c'est un père de famille, une mère de famille? Quel est son métier? Quel est son environnement social? De quelle famille il est issu? Quels sont ses loisirs? Quels sont ses amis? Qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Comment il se situe dans son travail? Est-ce qu'il est impliqué ou est-ce qu'au contraire il est en retrait? Quelle est sa personnalité? Est-ce que c'est quelqu'un de dynamique ou au contraire quelqu'un qui se laisse un peu, qui se la coule un peu douce, qui préfère bière, canapé, match de foot? Ou au contraire, est-ce que c'est quelqu'un qui remplit ses journées à 400% et puis qui fait 3 millions de choses? Voilà, planter vraiment le décor aussi, c'est important. Même si c'est vous, hein, mais ça va vous permettre en plus d'aller en introspection et puis de voir certains aspects que vous avez peut-être, que vous connaissez, mais vous n'avez pas trop envie de les voir. Mais ça va permettre aussi de les mettre en lumière. Ça peut avoir un intérêt. Donc voilà, quelles sont ses habitudes? Est-ce qu'il a des passions? Lesquelles? Quelles sont ses qualités? Quels sont ses défauts? Euh, voilà, l'objectif est que vraiment le lecteur se fasse une idée précise du personnage, et quand il va y avoir un événement qui va survenir, le lecteur va savoir à l'avance comment votre héros va réagir. Si vous arrivez à faire ça, là votre livre il est réussi parce que le lecteur va savoir. Il va savoir, il va vous connaître, il va dire bah oui, bah là, c'est sûr elle va se planquer là, ou alors au contraire, elle va rentrer dedans, quoi, elle va y aller. Donc voilà, c'est vraiment de décrire un maximum de choses. Vous voyez, en amont, il y a quand même une préparation qui est importante, mais qui ne demande pas 6 mois non plus, hein, je vous rassure, hein, on peut le faire assez vite, hein. Mais quand même, ça a son importance. Et au même titre, donc ça, les fiches personnages, vous allez les faire à part, mais quand vous allez construire votre mind map, en même temps, vous allez noter, alors là, vous ne rédigez pas sur votre cahier, hein, mais vous allez noter en même temps les événements que vous allez mettre en avant. Par exemple, bah, je ne sais pas, moi, ça va être un mariage, ça va être une naissance, ça va être un divorce, ça va être, je ne sais pas, moi, une amitié qui naît, pardon. Donc voilà, un événement précis et une succession d'événements comme ça qui vont se dérouler et qui vont faire intervenir les personnages entre eux. Après, vous allez choisir aussi comment vous allez écrire votre livre. Pardon. Est-ce que ça va jusqu'à là? Je ne vais pas trop vite. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous aviez déjà pensé, ça? Ce genre de choses. Est-ce que vous aviez déjà une idée de toutes ces petites consignes-là, qui paraissent complètement anodines, mais qui ont vraiment une importance et qui font gagner beaucoup de temps? Vraiment, hein. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Est-ce que ça vous paraît simple? Est-ce que ça vous paraît logique? Après, il n'y a rien de compliqué hein, dedans. C'est plein de petites choses, mais il n'y a rien de compliqué, hein. C'est vraiment des questions importantes à se poser et qui vont vous permettre d'aller au bout de au bout de votre livre, en fait. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, on va continuer, hein. C'est que tout va bien. Ou alors, je vous ai endormi. Ou alors, tout va bien. Ou alors, c'est hyper clair.
Alors ensuite, comment vous allez écrire votre... pas du tout quoi? Là, j'ai dû rater un métro, là. Pas du tout, loin de là, je sais pas. J'ai dit tellement de choses. Bah, le temps que je boive un coup, Brigitte va me préciser dans le chat ce qu'elle veut dire. Aurélie, c'est très bien. Ok, merci. C'est des choses que vous connaissiez pas du tout. C'était ça que vous vouliez dire, Brigitte, hein. Ok. Donc maintenant, il y a encore une petite chose à réfléchir. Ouais, ça en fait, hein. Une petite chose à réfléchir, c'est comment vous allez écrire votre histoire. Alors bien souvent, quand il s'agit d'un roman ou quand il s'agit d'une bio, pas penser à tous ces aspects, ouais, bah, c'est sûr, mais vaut mieux, c'est pour ça que je vous donne ces conseils-là parce qu'ils me semblent importants. Bah, ça va être de savoir comment vous allez l'écrire. Généralement, on va partir sur du narratif, du texte narratif, c'est-à-dire qu'on va écrire pour raconter quelque chose. Donc, ça va être de la narration, tout simplement. On raconte une histoire. C'est ce qu'on va faire dans un récit, dans une autobio, on peut le faire comme ça aussi. Merci Lily. Ça peut être un mémoire, ça peut se faire encore. On peut le faire aussi sur du narratif, le mémoire. Ça peut être des nouvelles, ça peut être une biographie, ça peut être des romans, ça peut être même un essai, on peut le faire en narratif aussi. Ça peut être des contes, donc on raconte quelque chose, on écrit pour raconter. Ensuite, on peut ajouter du descriptif, c'est-à-dire qu'on peut détailler un petit peu l'environnement, on peut détailler un paysage, on peut détailler une œuvre d'art, on peut détailler un personnage, on peut donner plusieurs détails, faire des portraits, faire des choses comme ça, donner vraiment du descriptif qui va agrémenter votre écriture et qui va donner plaisir au lecteur qui, lui, va se laisser embarquer, va s'imaginer dans l'environnement que vous êtes en train de lui décrire. Donc, alterner le descriptif avec le narratif, c'est intéressant. On peut rajouter aussi, bien entendu, des dialogues. Donc, dans ce cas-là, c'est du texte conversationnel. Ça rend le texte beaucoup plus vivant encore. Si on écrit au présent, qu'on rajoute des dialogues, ça donne encore plus de vie dans le livre et ça donne plus envie de le lire. On peut avoir également, donc là, le descriptif, vous l'avez compris, c'est écrire pour décrire. J'aime bien jouer avec les mots. Le texte argumentatif, on va le trouver davantage dans un essai, parce qu'un essai, en fait, l'auteur va prendre un sujet bien précis et va donner les arguments et les contre-arguments et indiquer aussi sa propre idée par rapport à ce sujet. Donc dans ce cas-là, ça sera de l'argumentatif. Donc, ça va être le cas de critiques, par exemple, de critiques littéraires, de sermons d'église, d'analyse littéraire, ça va être de discours politiques, de ce genre de trucs. Là, tout ça, c'est de l'argumentatif. Donc là, ce sera plus dans l'essai au niveau des livres, des genres littéraires. Alors, c'est des dissertations qu'on pouvait faire aussi à une époque, en cours de français, c'était avant-hier. Le texte explicatif peut être utilisé aussi, même à l'intérieur d'un livre, même à l'intérieur d'une bio, comme je vous le disais tout à l'heure, pour approfondir un sujet. Je vous en parle ou je vous en parle pas? Je sais pas trop. Bon, allez, je vais vous le dire. Je suis en train d'écrire le 4e livre qui devrait sortir à la rentrée. Et dans ce 4e livre, c'est qu'un gars qui vit un burn-out et puis donc elle passe par différentes phases et puis on fait un feedback pour aller chercher l'origine du burn-out et puis entre deux, bah, elle vit plein de trucs. Et donc à l'intérieur, j'ai choisi d'ajouter à l'intérieur du récit, donc là c'est du narratif, il y a du narratif, il y a du descriptif, il y a du conversationnel aussi dans celui-là, et j'ai rajouté des pages à part pour expliquer un petit peu certains sujets, je ne vais pas donner lesquels non plus, certains sujets que je traite dans le livre. Donc j'ai fait des pages à part
dans une police différente pour traiter ces sujets-là dans les grandes lignes, mais donner quand même aussi des clés au lecteur. Voilà, c'est l'objectif. Moi, j'aime bien que mes livres aident les gens. Donc, je suis comme Laura pour ça. Donc, je donne des clés de différentes façons. Et sur le quatrième, je l'ai fait comme ça. Voilà. Sur les autres, je l'ai fait différemment. Mais voilà. Donc ça, c'est des petites astuces que vous pouvez utiliser aussi. Dans le troisième, j'ai fait intervenir mon héroïne qui est fictive, enfin à moitié, qui, elle, nous partage son journal. Donc, il y a le récit de sa vie et il y a, à chaque fois qu'il y a un événement, elle nous partage aussi son journal avec ses émotions, ses ressentis, etc., qui peuvent être différentes de la réalité. Donc voilà, ça, c'est différentes façons de faire que moi j'ai utilisées. Et puis voilà, après, les idées, vous en aurez certainement d'autres. Donc voilà, ça, je vous partage déjà ce que moi j'ai déjà fait. Ensuite, on va avoir donc le texte argumentatif pour convaincre, hein, bien sûr. Le texte explicatif pour l'expliquer. Logique. Donc là, on va l'utiliser davantage sur un compte rendu, si on fait une thèse, si on fait un mémoire, on va faire ce genre de choses. Pourquoi vous êtes affiché comme ça? J'ai pas tout pigé. Bon, c'est pas grave. C'est ma souris qui a fait des siennes, hein, c'est pas grave. Ensuite, on peut rencontrer aussi le texte injonctif, mais là, vous allez l'utiliser davantage si vous faites, par exemple, un livre de recettes de cuisine. Eh ben, vous allez utiliser l'injonctif. Ça va être, merci Cédric, ça va être, par exemple, des recettes de cuisine. Ouais, donc là, ça va être une liste de choses à faire. Premièrement, vous faites ça. Deuxièmement, vous faites ça. Troisièmement, vous faites ça, etc., etc. Une outil d'utilisation, ça peut être un mode d'emploi, ça peut être un règlement intérieur, ça peut être une liste d'étapes à suivre pour X raisons, des procédures administratives. Bon, ça, c'est beaucoup moins drôle. Mais bonjour Julie. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? On a vu quand même pas mal de trucs, hein, mine de rien. Je vous ai donné pas mal de clés. J'ai encore quelques petits conseils supplémentaires à vous donner si vous le souhaitez. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à bisous Cédric, par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez besoin de précision? Non, ça a l'air d'aller, il n'y a pas trop de retour. Alors, d'autres petits conseils que je peux vous donner, par exemple, pour trouver son style d'auteur. À votre avis, qu'est-ce que vous pouvez faire pour trouver votre propre style? La première étape, ça va être de lire. Parce que pour moi, la lecture et l'écriture sont indissociables. Un auteur qui ne lit pas, ça me paraît un peu bizarre. Parce que généralement, tous les auteurs sont des lecteurs avant tout. Hein. Et on aime les livres, on a tout, c'est toujours une passion depuis toujours. Hein. Brigitte très claire, merci. Donc évidemment, la lecture fait partie aussi qui va vous aider en fait à trouver votre propre style. Si vous n'êtes pas habitué à lire, je pense pas que ce soit le cas ici ce soir, hein, quoique on ne sait pas. Hein. Et ben, vous allez dans un rayon de librairie, par exemple, dans n'importe quelle librairie, on peut y aller maintenant, c'est bon, ou dans votre propre bibliothèque, et vous prenez différents livres et vous regardez la façon dont c'est écrit, le style. Est-ce que la personne écrit avec humour, avec beaucoup de sérieux? Est-ce qu'il emploie des mots compliqués? Est-ce qu'il emploie un langage très simple? Voilà, essayez de trouver ce que vous aimeriez lire et vous allez écrire de la façon dont vous aimeriez lire le livre. Donc ça va vous aider à trouver votre propre style, mais c'est de rester vraiment authentique. Vraiment authentique, c'est vous, c'est votre livre, c'est votre personnalité qui va ressortir. Il faut faire ressortir vos émotions aussi quand vous racontez quelque chose. Il ne faut pas que ça paraisse impersonnel, sinon le lecteur, il va lire 3 pages et puis pouf, votre livre, il ne va pas continuer. Donc voilà. Ensuite, c'est intéressant aussi pour trouver son style d'auteur, c'est d'arriver à bien se connaître. Hein. Parce que plus on se connaît et plus on va savoir là où il faut nos faiblesses pour les améliorer et nos forces pour pouvoir les utiliser et les amplifier. Donc, bien se connaître, c'est à mon sens indispensable et l'écriture nous aide aussi à ça.
L'écriture a ce côté thérapeutique hein, que moi j'aime beaucoup mettre en avant. C'est pour ça que je parle toujours d'écriture libératrice. Hein. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné au groupe, vous pouvez vous abonner au groupe Écriture libératrice tout court, dans lequel on parle beaucoup d'écriture. Il y a des petits jeux du jeudi que je propose. Il y en a certains qui aiment bien et qui répondent tous les jeudis. J'adore. Donc tous les jeudis, je vous propose un petit jeu en fait avec l'écriture qui sont issus de mes ateliers d'écriture. Donc, ça peut être aussi un entraînement qui va vous permettre d'aller chercher aussi à l'intérieur. Pardon, excusez-moi, je suis un peu enrouée. À la vôtre. Hein. Et ensuite, bien entendu, quand on veut écrire un bouquin, on a intérêt à s'entraîner à écrire. C'est comme quand on fait du sport. Hein, si on fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on fait 6 heures d'affilée, 6 jours par semaine, ça va durer un temps, mais on va peut-être pas aller très loin. Alors que si on fait ne serait-ce qu'une heure par jour, ben, on en prend l'habitude d'écrire, on en fait un rituel, et au bout d'un moment, vous allez voir que ça va devenir une habitude, et on écrit, on écrit, on écrit, et au bout d'un moment, c'est tellement facile que ça devient de seconde nature. Excusez-moi. Voilà. Peut-être que dans votre livre, vous allez avoir envie de mettre des illustrations ou des photos. Alors ça, c'est encore des choses à réfléchir en amont, quoique vous pouvez toujours les rajouter après, hein, c'est pas dramatique si vous ne le prévoyez pas dès le début. Mais ça peut être intéressant aussi de voir quelles illustrations vous allez mettre. Alors soit vous les dessinez vous-même, soit vous avez un bon copain qui dessine bien et qui va vous les faire, ou soit vous allez embaucher un graphiste pour vous aider, ou soit vous allez aller chercher sur Internet des illustrations qui vous conviennent. Par contre, merci beaucoup Virginie. Par contre, faites super attention, que ce soit pour les images, pour les photos, pour les illustrations, faites super attention aux droits d'auteur. Il ne suffit pas de taper sur Google un mot-clé et d'aller récupérer les images comme ça pour les faire imprimer dans un bouquin. Parce que vous ne savez pas le livre dans quelle main il va aller à un moment. Et si jamais, ça serait malchance, mais on ne sait jamais, vous tombez sur l'auteur de l'image ou de l'illustration, là vous pouvez avoir de très gros ennuis. Voilà, donc faites très très attention. Si vous les faites vous-même, il n'y a pas de danger. Si c'est quelqu'un de votre entourage, il n'y a pas de danger non plus. Mais après, vous pouvez par contre choisir des images. Il y a des banques d'images sur Internet avec des illustrations ou avec des vraies photos que vous pouvez soit acheter, soit télécharger gratuitement. Il y a des sites comme Photolia, il y a des sites comme Shutterstock, comme Pixabay qui proposent des images complètement gratuites. Donc, vous pouvez les télécharger et les utiliser même à l'intérieur d'un livre ou à usage commercial. Mais surtout, vérifiez bien quand vous faites vos recherches, vérifiez surtout le droit à l'image parce que ça peut être très très gênant au bout d'un moment parce qu'il y a des sociétés qui sont payées pour ça et qui vont à la recherche des piratages ou voilà, des piratages d'images ou autres. Ouais, ça, c'est des petites choses que je vous donne en plus parce que ça me semble important. Si vous avez envie de rajouter de l'historique ou du terroir ou ce genre de choses, vous allez peut-être avoir besoin de faire des recherches. Ou même si vous faites une bio, vous pouvez avoir des besoins d'aller faire des recherches aussi sur votre famille et passer peut-être par des sites de généalogie ou contacter des mairies, etc. Enfin, il y a pas mal de techniques pour le faire. Donc ça, c'est pareil, c'est dans votre cahier, c'est de prévoir toutes les recherches dont vous allez avoir besoin et de vous mettre dans votre agenda des plages horaires, vraiment des temps pour aller faire ces recherches de façon à agrémenter votre livre. Et si vous trouvez des choses intéressantes, vous pouvez imprimer des feuilles et puis après, vous pouvez récupérer les infos directement dans ce que vous avez imprimé. Par contre, encore une fois, attention au plagiat. Le plagiat est sévèrement puni par la loi et c'est normal. Donc, ne faites pas des copier-coller non plus de ce que vous trouvez sur Internet. Un, parce que ça n'aurait pas de sens et puis ça perd de votre âme, de votre personnalité. Et de deux, il faut impérativement que ça soit de vous, quoi. C'est les écrits, ça ne sert à rien de copier sur le voisin. Ça n'a vraiment pas de sens, quoi. Donc voilà, ça, c'est des choses qui me semblent importantes.
Et bah, voilà, après vos recherches, vous allez, les organiser et puis, piocher dedans au fur et à mesure que vous aurez besoin, si jamais vous souhaitez mettre des infos supplémentaires. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Là, on arrive au bout de toutes les clés que je voulais, vous donner en 1h09, ça va. Je n'ai pas trop dépassé. Donc voilà. Donc, pour ceux qui restent jusqu'au bout, j'ai un petit cadeau à vous offrir, donc restez bien jusqu'au bout. Voilà, maintenant je vais vous laisser un petit temps de parole, me partager ce que vous avez envie de me partager. Bon, apparemment ça vous a plu. Clair, structuré, partage intéressant, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions avant que je vous offre un petit PDF que j'ai réalisé à votre attention? Donc, je vais vous mettre le lien. Par contre, il faut que j'aille le chercher. Bougez pas. Il faut que j'aille me le récupérer. Hop, bougez pas. Parce qu'évidemment, je ne l'avais pas préparé à l'avance. Donc, je ne sais plus le lien exact. Voilà, il est là. Hop, touc. Me revoilà. Voilà, je vais vous le mettre dans le chat. Et pour se faire éditer, alors l'édition, c'est encore un grand morceau. L'édition, je vous garantis que c'est un peu le parcours du combattant. Depuis l'histoire du Covid, vous avez beaucoup de gens qui sont passés à l'écriture, qui ont profité du premier confinement pour écrire. Il y en a énormément et les éditeurs qui reçoivent déjà énormément d'ouvrages en reçoivent encore plus. Donc, les délais de traitement sont encore allongés. Ils étaient d'à peu près un an et demi. Maintenant, ça va même jusqu'à 2 ans, voire un peu plus. Chez certains éditeurs, sachant que la majeure partie des éditeurs ne lisent pas tous les ouvrages qu'ils reçoivent. Il y a des présélections qui se font avec une lettre de présentation, avec un synopsis. Donc, le synopsis, c'est vraiment un document à soigner particulièrement. Vous allez vous présenter rapidement. Il faut que ça soit sur une page maximum parce que il faut que ça soit rapide. Parce que ça peut déterminer si l'envoie votre ouvrage en comité de lecture ou pas. Le synopsis vous allez vous présenter rapidement et en quelques phrases, vous allez donner l'intégralité du livre. C'est-à-dire, c'est un résumé de résumé, quoi. C'est un très court résumé sur une page grand maximum qui va donner envie d'en savoir plus. Alors, ce n'est pas la quatrième de couverture, c'est encore autre chose. La quatrième de couverture, c'est un résumé de votre livre qui va attirer en fait le lecteur et l'inviter, une fois qu'il aura lu la quatrième, il va peut-être ouvrir le bouquin sur n'importe quelle page, lire un petit peu, et si la façon dont c'est écrit lui plaît, peut-être qu'il achètera votre livre. Si ça ne lui plaît pas, il le repose. Voilà, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on fait tous en même temps, dès qu'on achète un livre. Donc les éditeurs, c'est encore plus pointu que ça, parce qu'ils vont se fier à la présentation, ils vont jeter un œil comme ça vite fait sur le synopsis, ils vont peut-être feuilleter vite fait le texte. Alors si jamais ils voient 10 fautes par mot, ben là vous oubliez, c'est direct à la poubelle. Si jamais le synopsis l'intéresse, il dit ah, il y a peut-être quelque chose à en tirer, à ce moment-là, ils vont l'envoyer au comité de lecture et c'est le comité de lecture qui, après lecture, va valider ou pas si vous êtes édité. Avant de l'envoyer, après, voilà, après moi j'explique beaucoup de choses aussi là-dessus. Avant de l'envoyer, il faut sélectionner les maisons d'édition qui correspondent à votre genre littéraire. Si vous écrivez un livre de recettes, vous n'allez pas l'envoyer chez un éditeur qui ne fait que du polar. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est vraiment de sélectionner en fonction de ce que vous écrivez, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser. Et c'est de regarder dans différents livres par rapport à des similitudes par rapport à ce que vous faites, et ben, où est-ce qu'ils sont édités. Ou alors après, il y a l'auto-édition qui consiste à faire imprimer ses propres livres et après à en faire la promotion. Alors là, c'est un petit peu plus délicat parce que bah voilà, il faut faire jouer l'entourage, il faut faire jouer le relationnel, il faut utiliser les réseaux sociaux, les salons, enfin il y a pas mal de choses aussi, hein. C'est de la communication, c'est du marketing après. Et ça, c'est encore un autre boulot.
Voilà, donc là, je vous ai mis le lien pour récupérer le PDF que j'ai réalisé à votre attention. Certains l'ont déjà, mais même Sonia, tu peux le récupérer aussi parce que c'est la nouvelle version. Là, j'ai fait une nouvelle version qui est un petit peu plus complète encore que la première. Voilà, j'ai travaillé pour vous. Donc voilà, ça c'est le premier cadeau que je voulais vous offrir. Le deuxième cadeau que je voulais vous offrir, j'ai une formation en ligne qui reprend beaucoup de choses enfin, certaines choses que je vous ai expliquées ce soir, mais assez rapidement. Et là, dans cette formation, je vous les explique en détail. Il y a 10 modules sur cette formation qui sont divisés en 30 séquences. Et chaque séquence comprend une vidéo et un PDF associé. Donc, rien que dans les PDF, vous avez à peu près 400 pages en A4. Et ce n'est que la synthèse de ce que je vous raconte dans les vidéos. Voilà, ça c'est pour vous donner un petit aperçu de la formation qui se fait à peu près entre 4 et 6 mois, grosso modo, mais vous la faites à votre rythme. Et une fois que vous êtes abonné sur la plateforme, vous faites la formation avec plaisir, Sandrine. Vous faites la formation à votre rythme. Donc, il y a, à chaque fois qu'il y a une vidéo, il y a également des exercices d'entraînement que je vous incite vraiment à faire. Alors, bien entendu, vous allez travailler en parallèle sur votre ouvrage, bien sûr. Cette formation s'appelle Oser écrire votre histoire et elle est disponible dès ce soir à un tarif préférentiel. Donc, je vous dis, il y a 4 à 6 mois de boulot, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Il y a à peu près 15 heures de vidéo, il y a 10 PDF de 40 pages à peu près, il y a 30 séquences, il y a beaucoup d'exercices d'entraînement, il y a toutes les étapes dont je vous ai parlé. Donc, ça va de toutes les questions à se poser, le mind mapping, comment s'y prendre, comment s'organiser, comment adopter l'esprit d'un auteur, comment vaincre les obstacles justement qui vous empêchent de passer à l'action ou qui vous obligent à procrastiner et vous empêchent d'aller au bout de votre projet. Vous avez tout un rituel sur l'organisation. Vous avez un module qui est spécifique sur l'autobiographie que j'ai voulu précisément. J'ai fait un module aussi bureautique pour ceux qui veulent travailler sur Word. Voilà, j'ai regroupé un petit peu tout ce que je fais en accompagnement, mais avec encore plus d'infos que je peux donner en accompagnement individuel. Puisqu'en accompagnement individuel, on le fait en même temps en fait. Donc là, c'est encore différent. Mais voilà, cette formation, elle mérite d'être très complète. J'ai fait beaucoup de recherches aussi pour compléter pour compléter mes connaissances et pour justement vous donner un maximum d'infos. J'ai fait tout un module justement sur la publication, les différences entre l'auto-édition, les différentes publications, les pièges à éviter aussi avec les éditeurs, parce que moi j'en ai rencontré aussi et croyez-moi, il y a des choses qu'il faut vraiment fuir. On ne paye pas pour se faire éditer, non. C'est dans l'autre sens. Par exemple, hein, j'ai reçu des dossiers épais comme ça, en papier glacé et tout. On va éditer votre livre, etc. Mais vous nous donnez 2500 € et royalement, vous aurez 20 exemplaires de votre bouquin. Youhou, super. Ah bah là, fuyez. Hein. C'est un exemple. Hein, mais ça, je vous en donne plein des comme ça parce que j'ai vu des trucs, mais c'est impensable. Mais bon, c'est comme ça. Il faut savoir que le monde de l'édition est un monde un peu particulier, un monde de requins comme dans beaucoup de domaines. Donc cette formation, elle a un tarif normal de 1299 €, pardon. Mais pour vous ce soir, j'ai décidé de vous l'offrir à 779 €. Donc ça représente quand même 520 € de réduction. Donc ce qui est quand même énorme. Et pour ceux qui passent à l'action, avec une garantie satisfait ou remboursée de 14 jours, donc c'est un contenu haut de gamme, hein, ça je vous l'ai dit, parce que votre histoire, c'est votre force. Et pour ceux qui passent à l'action ce soir, et pour 10 personnes simplement, je vous offre une deuxième formation que j'ai faite, qui comprend celle-là que des vidéos, mais il y a à peu près 5 heures de vidéos, et qui s'appelle Écrire pour se libérer et qui va vous accompagner pour travailler sur les peurs, pour travailler sur les croyances, pour travailler sur les différents freins qui vous empêchent de passer à l'action. C'est vraiment plus le côté thérapeutique de l'écriture.
cette formation. Voilà, c'est une formation qui est assez complète aussi, qui s'enrichit au fur et à mesure, hein, c'est pas figé, hein. Chaque fois, une fois que vous êtes abonné sur la plateforme, vous avez toujours les mises à jour qui vont avec, bien entendu. Et s'il y a des nouvelles vidéos qui arrivent, eh ben vous les avez à votre disposition gratuitement, bien entendu, puisque la plateforme, vous avez votre accès à vie et vous pouvez faire les formations à votre rythme. Donc, cette deuxième formation a une valeur de 197 € et pour les 10 premiers ce soir, je vous l'offre. Voilà, et j'offre également en format numérique mon premier livre à ceux qui commandent la formation dès ce soir. Ouais, je ne vous ai pas mis le lien, il faut que j'aille le récupérer, je ne sais plus où il est. Hop, bougez pas. Hop. Je vais vous mettre le lien pour ça. Et ensuite, moi, je fais bien sûr de l'accompagnement individuel pour ceux qui en ont besoin, qui préfèrent, plutôt que d'être derrière votre PC tout seul, d'être... voilà, ça c'est le lien de la formation. Je fais de l'accompagnement individuel aussi, soit dans les Landes à Tyros, ou soit directement par Zoom. Voilà, en partage d'écran, ça marche bien aussi. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc en fait, ce soir, vous bénéficiez quand même d'un 797 € de remise par rapport au tarif normal de tout ce que je vous ai annoncé, à savoir la formation Osez écrire votre histoire, qui comprend 10 modules, 30 séquences, 10 PDF représentant à peu près 400 pages et énormément de contenu, une formation qui se fait entre 4 et 6 mois à peu près, et en parallèle, bien entendu, de votre ouvrage et la formation Écrire pour se libérer qui sera offerte aux 10 premiers inscrits. Voilà, et mon livre Enfin libéré qui vous sera offert également en version numérique. Voilà tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure? Alors n'hésitez pas. Là, vous savez tout, je vous ai tout dit. J'ai presque tenu mon engagement d'une heure. Pas tout à fait. Il en reste encore un peu. Est-ce que ça va? Est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Je peux répondre encore à quelques questions avant de vous laisser regagner vos foyers. De toute façon, vous avez toutes mes coordonnées aussi dans le PDF, hein, donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions s'il y a besoin. Avec plaisir, Brigitte. Donc là, apparemment, ça vous donne envie de vous lancer dans l'aventure? Qu'est-ce qui a envie de se lancer dans l'aventure, en dehors de certaines personnes, bien sûr, qui ont déjà commencé ou qui envisagent de le faire? Quels seraient les éditeurs à viser pour une autobiographie? Ça dépend. Ça dépend, parce qu'après, il y a beaucoup d'autobiographies qui sont éditées par Flammarion ou les éditions Hachette qui comprennent plusieurs groupes. Après, il peut y avoir beaucoup des petits éditeurs locaux aussi qui peuvent être intéressés par les bios. Ça dépend. Faut chercher un peu plus en profondeur, il faut voir un peu plus en détail. Parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ne prennent pas les autobios, justement. Ce que vous faites, vous sélectionnez, vous regardez dans les pages jaunes, par exemple, toutes les maisons d'édition qu'il y a. Ou alors vous tapez dans Google éditeur autobiographie. Vous allez en trouver plusieurs, mais regardez le genre d'autobiographie qu'ils proposent. Parce qu'après, ils font une sélection aussi par rapport aux autobiographies. C'est particulier la bio, hein. C'est pour ça que bien souvent, elles se font en auto-édition, mais bon, il y en a qui sont éditées, bien sûr, hein. Moi, les personnes qui sont connues, c'est facile. Par contre, quand on n'est pas connu, c'est un petit peu plus compliqué. Aurélie aimerait bien se lancer. Ok, super.
Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement? Est-ce que vous avez besoin d'une formation? Ou est-ce que vous souhaitez vous lancer comme ça, toute seule dans votre coin? Comment vous voyez les choses? Il y en a d'autres qui ont envie de se lancer? Il n'y a plus de questions? De toute façon, vous avez tous mes coordonnées à la fin du PDF. Là, vous avez, je pense que tout le monde l'a récupéré. Ce PDF-là, donc, va vous aider aussi à vous donner pas mal de choses. Ce que je vous invite à faire, en fait, je ne vous ai pas donné le bon lien pour le PDF, c'est pas grave. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet si vous voulez avoir les informations pour celles qui ne me connaissent pas encore. Vous pouvez aller sur mon site et vous inscrire pour recevoir mes newsletters, pour recevoir mes lettres du mardi. Tous les mardis, j'envoie une lettre avec un sujet précis chaque mardi. Et avec cette lettre, il y a toujours un lien vers un article de blog et vers une vidéo. Donc c'est comme ça que ça fonctionne tous les mardis matins. Donc c'est qu'une fois par semaine, je ne veux pas vous envahir de mails non plus parce que même moi ça m'agace. Donc j'imagine que vous c'est pareil. Donc, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire via le site moonairo.net et il y a un formulaire sur la page d'accueil. Il suffit de le remplir pour vous inscrire à la newsletter. Pour ma part, pas dans l'immédiat, mais j'y pense. Bah oui, tu viens de finir le premier déjà. Laisse-toi le temps de savourer le premier, de commencer à récolter les fruits et puis tu feras l'autre plus tard. Profites-en, Annick, hein, tu peux mettre le titre de ton recueil de poèmes et tu peux mettre aussi où est-ce qu'on le trouve. Tu as le droit de le faire. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous le souhaitez, que ce soit pour la formation, que ce soit un accompagnement individuel si vous en avez envie. Si vous avez envie de recevoir les newsletters, inscrivez-vous par l'intermédiaire du site moonairo.net. Et je vais vous remercier de votre attention. Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin et je vous souhaite une très bonne soirée.